Dans la chambre insonorisée, il n'y avait ni garde du corps royaux, ni secrétaire particulier, ni téléphone portable. Seules deux femmes assises face à face par un après-midi froid s'apprêtaient à perpétrer le coup d'État politique le plus dangereux et le plus inédit de l'histoire moderne de la monarchie britannique. Catherine, princesse de Galles, arriva discrètement dans un véhicule banalisé, contournant les portes principales étroitement surveillées. Quelques minutes plus tard, Sophie, duchesse d'Édimbourg, se glissa par une entrée latérale. Elles n'échangèrent aucune politesse. Elles n'affichèrent pas les sourires diplomatiques et impeccables qu'elles avaient mis des décennies à perfectionner pour la presse internationale. Elles se contentèrent de verrouiller la porte de l'intérieur. Dans une famille où chaque poignée de main, chaque tasse de thé, chaque salut public est minutieusement consigné pour les archives historiques, une rencontre sans la moindre trace écrite n'est pas une simple anomalie. C'est un acte de guerre. Pendant des mois, le monde entier avait assisté à une illusion soigneusement orchestrée. On voyait le roi Charles se remettre de ses problèmes de santé, entouré d'une famille unie et souriante. Mais derrière les grilles de Buckingham Palace, une tyrannie silencieuse et étouffante s'était installée. Camilla, celle qui avait mené une guerre d'usure de 30 ans pour accéder au titre de reine consort, ne se contentait plus de conseiller le monarque. Elle consolidait activement son pouvoir absolu. Et Catherine et Sophie venaient tout juste de pénétrer dans cette pièce close pour démanteler définitivement son empire. Pour saisir toute l'ampleur de cette alliance secrète, il faut comprendre l'instrumentalisation du protocole royal. Au palais, le pouvoir ne s'affirme pas par des accès de colère, mais par la manipulation des agendas, le contrôle des accès et l'exclusion. Ces derniers mois, Camilla avait systématiquement renforcé son emprise sur les rouages de l'institution. Elle a commencé à assister à des réunions consultatives ultra confidentielles, réunions dont Catherine, la future reine, était inexplicablement et délibérément exclue. Camilla a orchestré le limogeage de membres clés du personnel, écartant les conseillers qui avaient fait preuve de loyauté envers la famille royale. Elle a restreint l'accès de la presse, modifié les protocoles des événements et entravé activement les initiatives publiques de William et Catherine. Mais c'est son traitement de Sophie qui a mis le feu aux poudres. Sophie était le pilier de la monarchie, une femme dévouée et irréprochable depuis 1999. Confidente privilégiée de la reine Élisabeth II, elle assumait les tâches royales aussi ardues que peu prestigieuses, sans jamais rechercher la lumière des projecteurs. Camilla, consciente de l'influence discrète de Sophie, a entrepris une campagne de marginalisation subtile et insidieuse. Les idées de Sophie, exprimées lors de réunions privées, étaient systématiquement rejetées pour être aussitôt reprises et défendues par Camilla quelques jours plus tard. L'insulte suprême fut l'effacement discret de la liste des invités des grands événements auxquels la présence de la fille de Sophie, Lady Louise, était assurée. Il s'agissait d'une attaque psychologique calculée. Camilla ne se contentait pas de diriger la famille royale. Elle étouffait activement les autres femmes de l'ombre. Dans la pièce fermée à clé, Catherine ne haussa pas la voix. Elle ouvrit un porte-documents en cuir et exposa les preuves accablantes d'une dictature silencieuse. Elle présenta des pages de communication interceptées, des témoignages du personnel et des agendas profondément compromis. Chaque document dénonçait la manipulation délibérée par Camilla de l'état affaibli du roi afin de centraliser son propre pouvoir autocratique. Sophie écoutait dans un silence glacial. Puis, abandonnant des décennies de bienséance royale, la duchesse d'Édimbourg révéla enfin la vérité. Elle détailla les cas précis et humiliants des abus de pouvoir de Camilla, l'isolement orchestré et la crainte grandissante que la monarchie soit prise en otage de l'intérieur. Elles étaient deux femmes issues du peuple qui avaient traversé le labyrinthe institutionnel, le plus impitoyable et le plus dangereux qui soit. Elles avaient survécu aux tabloïds, aux scandales et aux pièges invisibles de l'aristocratie. Et dans cette fournaise émotionnelle, elles ont forgé une alliance indéfectible et efficace. Elles ne fomentaient pas une rébellion publique bruyante et chaotique. Elles préparaient une opération chirurgicale. Mais aucun coup d'État au palais ne peut survivre sans le soutien de la lignée. Avant de finaliser leur stratégie, Catherine a
invoquait un seul nom, la princesse Anne. La princesse royale est l'inflexible et impitoyable garante de l'héritage Windsor. Elle ne se livre pas à des jeux politiques et ne tolère aucune ambition menaçant la stabilité de la couronne. Des semaines avant cette réunion à huis clos, Anne aurait croisé Sophie dans un couloir et lui aurait murmuré 5 mots glaçants. « Tu sauras quand le moment sera venu. » Anne savait que la crise atteignait un point critique, mais en tant que sœur du roi, elle ne pouvait prendre les devants sans que cela ne ressemble à une âpre rivalité fraternelle. Il fallait que ce soit Catherine. Il fallait que ce soit l'avenir. Avant d'ouvrir la porte, Catherine sortit une feuille de parchemin épais. Mot après mot, elle rédigea un mémorandum hautement confidentiel. Il ne s'agissait pas d'un communiqué de presse, mais d'une déclaration de vérité instrumentalisée, conçue pour n'être utilisée que si Camilla tentait de résister à l'exécution imminente. Catherine plia le papier 3 fois, le scella à la cire et le rangea dans un tiroir sécurisé auquel seule elle et le prince William avaient accès. Le moment décisif était venu. L'ordre d'exécution était déposé. L'atmosphère qui suivit immédiatement la réunion était terrifiante précisément parce qu'elle était empreinte d'un silence absolu. Catherine et Sophie sortirent de la pièce avec le calme glacial et impassible de bourreaux aguerris. Catherine passa un unique coup de fil à sa secrétaire particulière. Sophie se dirigea d'un pas décidé vers l'aile est et épicentre des opérations de Camilla. La reine consort ignorait totalement que le sol sous ses chaussures sur mesure venait de se dérober sous ses pieds. En 48 heures, l'architecture interne du palais de Buckingham commença à se transformer inexplicablement. Les dispositifs de sécurité habituels furent brusquement réorganisés. Des membres clés du personnel disparurent de leur poste. Dans les couloirs silencieux à l'extérieur de la bibliothèque royale, des conseillers de haut rang furent entendus murmurer à propos de la clause Windsor, un mécanisme protocolaire obscur et non divulgué qui permet le transfert de l'autorité de la maison royale lorsque les facultés du monarque sont compromises. Ceux qui entendirent l'expression firent aussitôt semblant de ne pas l'avoir entendu, mais le message était clair, la guerre de l'ombre avait commencé. La première victime directe fut la dame d'honneur la plus fidèle et la plus loyale de Camilla. Sans la moindre explication publique ni enquête formelle, elle fut mutée sur le champ au domaine éloigné de Sandringham. Puis un écuyer subalterne chargé de la logistique du bureau privé de Camilla disparut tout simplement des archives du palais. Aucun communiqué, aucun dossier de mutation. Disparut tout simplement. Les initiés en déduisirent discrètement qu'il avait fourni à Catherine et Sophie les agendas internes cruciaux pour mettre la reine consort sous pression. Sa loyauté était inestimable, mais sa conscience avait fini par exiger un prix. Simultanément, un messager de la garde personnelle du prince Edward, contournant les intermédiaires royaux habituels, remit en main propre un document portant les armoiries du roi directement dans l'aile privée, nouvellement sécurisée de Catherine. Des SMS anonymes commencèrent à fuiter vers un groupe restreint de correspondants royaux triés sur le volet faisant référence à C et C. La fin du contrôle de Camilla. Les directives de Camilla se heurtèrent soudain à des lenteurs bureaucratiques. Les membres du personnel qui exécutaient auparavant ces ordres, avec une rapidité effrayante, devaient désormais obtenir des autorisations secondaires. Dans une institution qui fonctionne entièrement sur l'obéissance ritualisée, un retard n'est pas une erreur. Un retard est un acte de défiance absolue. Camilla sentit les murs invisibles se refermer sur elle. La reine consort dont la survie reposait entièrement sur son don pour analyser les situations comprit qu'elle avait été habilement prise à revers. Acculée paranoïaque et abandonnant son image publique si soigneusement construite, elle lança une contre-offensive désespérée et brutale. Elle exigea une rencontre immédiate et urgente avec le roi Charles. Elle invoqua son titre, ses droits légaux en tant qu'épouse, et sa proximité absolue avec le trône. Sa demande se heurta à un vague délai bureaucratique. Elle exigea une seconde rencontre. Un conseiller de haut rang nommé quelques jours auparavant par le prince William informa poliment mais fermement la reine, consorte que sa majesté se reposait et était strictement injoignable. Il ne s'agissait pas d'un simple conflit d'agenda, c'était un véritable blocage. Le roi d'Angleterre était complètement coupé de sa propre épouse. Le désespoir engendre des stratégies téméraires.
Camilla a décroché une ligne sécurisée et a appelé la princesse Anne, espérant tirer profit de décennies d'histoires communes et de l'illusion d'une unité familiale. Elle a joué la carte de la belle-sœur implorant son intervention. Anne, fermement attachée à l'alliance Catherine-Sophie, n'a proposé aucune négociation. Sa réponse divulguée par des sources internes terrifiées a été un véritable coup dur pour l'ego de Camilla. C'est terminé. La communication a été coupée. Celle que Camilla croyait trop attachée aux traditions pour changer d'avis venait de lui claquer la porte au nez. Perdant complètement son sang-froid, Camilla rédigea une note interne confidentielle. Véritable affirmation de son pouvoir, elle exigeait un contrôle absolu sur les cérémonies officielles, les nominations du personnel et l'emploi du temps quotidien du roi. Elle tenta de la diffuser auprès des plus hautes instances du palais. La note ne dépassa jamais le bureau en acajou de la secrétaire particulière. Un assistant y apposa le tampon « Non, approuvé » et la lui retourna sans le moindre commentaire. Au cours des 48 heures suivantes, la reine consort perdit complètement le contrôle. Plusieurs conseillers rapportèrent des instructions incohérentes et contradictoires, ainsi que le renvoi brutal et véhément de ses assistantes de longue date. Commettant une erreur fatale, elle contacta la princesse Béatrice, lui promettant de lui rendre sa faveur et son influence si la jeune princesse la soutenait. L'appel fut intercepté et divulgué moins d'une heure plus tard. Sur l'enregistrement, Camilla aurait qualifié Catherine de menace dangereuse et accusé Sophie d'empoisonner l'esprit d'Anne. Son acte final, le plus insensé, fut de menacer de limoger définitivement la conseillère la plus fidèle et la plus dévouée de Catherine. L'avertissement de Camilla était odieux, mais il se heurta à un mur. La conseillère était désormais protégée par un protocole interne récemment restructuré, officiellement signé par la princesse Anne. Un bouclier impénétrable conçu précisément pour bloquer les représailles de Camilla. Camilla n'avait pas seulement échoué à éliminer la conseillère, elle avait aussi publiquement étalé son impuissance totale. L'apogée de cette guerre silencieuse ne se déroula pas dans une dispute houleuse. Elle eut lieu dans les appartements privés du roi plongé dans une pénombre propice à sa convalescence. Charles, physiquement fragile et moralement épuisé, se trouvait confronté à l'indéniable réalité de la faillite de sa cour. Catherine entra alors dans cette pièce silencieuse. Elle n'apporta ni exigence, ni larmes, ni ultimatum. Elle apporta le dossier. Catherine présenta au monarque les preuves méticuleusement rassemblées de la tyrannie de Camilla. Elle ne protesta pas. Elle se contenta de rester en retrait et laissa les faits parler d'eux-mêmes. Le roi Charles lut les documents dans un silence absolu et pesant. Dans un coin de la pièce se tenait le prince Edward, époux de Sophie, témoin silencieux et inflexible de l'alliance. Lorsque Charles leva enfin les yeux, le regard cerné par le poids de la couronne et sa santé déclinante, Edward prononça un verdict calme et dévastateur. Il est temps. Charles prit un stylo-plume en or. Sans la moindre pompe royale, il signa un décret royal hautement confidentiel. Le document stipulait la réduction immédiate et formelle de l'implication de la reine consort Camilla dans toutes les affaires du palais. Son rôle consultatif était révoqué. Sa supervision du personnel était abandonnée. Ses fonctions protocolaires étaient profondément remaniées. Le langage juridique était froid, précis et sans la moindre ambiguïté. Le document ne la mentionnait pas nommément, mais il anéantissait complètement son autorité. Charles tendit l'enveloppe scellée à Catherine. Elle hocha la tête une seule fois. Alors qu'elle se tournait pour quitter la pièce, l'homme qui avait combattu l'establishment britannique tout entier pendant 30 ans pour couronner la femme qu'il aimait, murmura une seule et déchirante reddition. « Je ne peux plus me battre. » Le bruit du cristal brisé résonna dans les couloirs de Clarence House. Lorsque le décret parvint aux oreilles de Camilla, sa réaction fut une explosion de rage violente et cataclysmique. Elle traversa son bureau en trombe, hurlant à plein poumon, claquant les lourds tiroirs en chaîne et jetant violemment les documents de synthèse à travers la pièce. Elle ordonna à tous ses collaborateurs de sortir avant de s'effondrer sur sa chaise tremblante, d'un mélange de fureur absolue et d'incrédulité. Mais sa rage se transforma aussitôt en une manœuvre tactique désespérée.
Moins d'une heure plus tard, elle ordonna à son équipe juridique privée d'analyser minutieusement le décret. Elle exigea qu'ils trouvent une faille, une signature manquante, un vice de forme constitutionnel susceptible d'invalider l'ordonnance. Ses avocats se revinrent bredouille. Le document était scellé hermétiquement par le droit royal, contresigné par le secrétaire particulier et bénéficiant de l'autorité absolue de la couronne. Aucun recours légal n'était possible. Elle tenta un dernier appel téléphonique frénétique à sa fille, Laura Lopez. Un membre du personnel du palais aurait enregistré la conversation chaotique. La voix de Camilla, brisée par une panique brute et sans filtre, sanglota dans le combiné. « Ils veulent que je parte. Ils ont toujours voulu que je parte. » Elle écrivit alors à la main une lettre furieuse et virulente à la princesse Anne, l'accusant d'orchestrer un coup d'État et de violer la prétendue solidarité féminine au sein de la famille royale. La lettre fut interceptée par le protocole de communication du palais conçu pour étouffer toute correspondance incendiaire. Elle fut classée dans des archives internes à accès restreint. Camilla ne sut jamais si Anne l'avait lue. Anne ne répondit jamais. Cette absence totale de réponse fut pour elle une véritable torture psychologique. Tard dans la nuit, une gouvernante terrifiée rapporta avoir vu la reine consort assise seule dans une galerie sombre et isolée de Clarence House. Elle pleurait en silence, le visage éclairé seulement par les projecteurs de sécurité, juste sous un immense portrait à l'huile de la défunte reine, Élisabeth II. L'ironie était suffocante. Élisabeth avait jadis averti Charles, en privé. Elle portera peut-être la couronne, mais elle ne tiendra jamais le peuple. Dans cette galerie sombre et glaciale, Camilla n'était plus une reine orchestrant les événements mondiaux. Elle était une femme profondément isolée, privée de tout but, assistant impuissante à l'effondrement de l'empire pour lequel elle avait tant souffert. Camilla étant neutralisée, le vide du pouvoir au sommet de la monarchie britannique fut instantané. Catherine s'y engouffra avec une précision redoutable. Elle ne triompha pas. Elle ne fit fuiter aucun récit satirique à la presse. Elle prit simplement les rênes. La transformation du palais fut immédiate et indéniable. Les notes de service, les agendas et les circulaires du palais ne portaient plus l'autorisation de la reine consorte. Ils arboraient la discrète signature de Catherine. Dès la semaine suivante, il était clair pour chaque courtisan, homme politique et membre du personnel que Catherine supervisait le moindre détail du fonctionnement quotidien de la monarchie, des réunions familiales confidentielles à la logistique des cérémonies les plus complexes. Le nom de Camilla avait été complètement effacé de la chaîne de commandement opérationnel. Sophie était aux côtés de la future reine. Après des décennies passées dans l'ombre, elle devint la véritable chef de cabinet de la monarchie. Elle gérait une logistique complexe, réorganisait sans pitié les services que Camilla avait divisés, et veillait à ce que les directives de Catherine soient exécutées avec une efficacité implacable, presque militaire. Ensemble, les deux femmes éradiquèrent complètement le climat de peur et de paranoïa instauré par Camilla. Elles remplacèrent le secret par la structure et la tyrannie par la clarté. Une circulaire interne diffusée exclusivement au chef de service désignait officiellement Catherine comme principale interlocutrice pour toutes les questions de protocole familial et les affaires internes. Afin de consolider ce transfert absolu de pouvoir, la princesse Anne déposa une lettre manuscrite dans le coffre-fort royal, un lieu hautement sécurisé. Cette lettre, véritable bénédiction privée, scellait l'autorité de Catherine. Elle contenait, semble-t-il, une seule phrase, sans équivoque. « L'avenir est entre de bonnes mains. » Non, l'image du nouveau régime fut soigneusement orchestrée pour projeter une continuité absolue. Catherine fut vue entrant seule dans l'ancienne chapelle privée de la reine Élisabeth, sans que le personnel ni les médias ne soient informés. La fuite de cette image envoya un signal psychologique puissant au public britannique. Il ne s'agissait pas d'une prise de pouvoir, mais de l'accession discrète et solennelle au trône d'une souveraine en devenir. La réaction du public fut un enthousiasme débordant. Les tabloïds qui, auparavant, avaient minimisé l'influence de Camilla se mirent à publier des titres à sensation. La future reine prend les rênes. La popularité de l'alliance Catherine-Sophie atteignit des sommets historiques. Le public appréciait la stabilité froide et posée que Catherine incarnait, reconnaissant que le leadership royal moderne
n'était plus une question de privilège, mais de mérite rigoureux et efficace. En coulisses, les rouages de l'avenir se mettaient déjà en place. Le prince William s'entretint en privé avec le jeune prince George, le préparant à la réalité soudaine de ses nouvelles responsabilités familiales. L'ancien secrétaire particulier de la reine Élisabeth, une figure très respectée, fut discrètement rappelé de sa retraite pour des consultations confidentielles avec Catherine. La vieille garde transmettait activement les secrets les plus sombres et les plus vitaux pour la survie de la famille royale directement à la princesse de Galles. Pendant ce temps, Camilla demeure prisonnière d'une cage dorée. Son titre de reine consort n'a pas été légalement révoqué, mais il est désormais dénué de toute substance. Les invitations se font rares. Son bureau est désert. Elle n'assiste plus qu'aux événements publics les plus obligatoires, telle une figure fantomatique et silencieuse du pouvoir qu'elle exerçait autrefois. Une équipe de conseillers juridiques de haut niveau travaille actuellement à la rédaction d'un protocole de transition. Un plan hautement confidentiel pour un changement de représentation publique qui permettra à Catherine d'assumer la responsabilité suprême et visible sans provoquer de crise constitutionnelle. La monarchie a survécu à la crise non pas en menant une guerre ouverte, mais en orchestrant un assassinat de pouvoir interne silencieux et impeccable. Catherine n'a pas eu besoin de s'emparer de la couronne. Elle a simplement changé les rouages du royaume. Alors que nous analysons les cendres du bref empire autocratique de Camilla et l'ascension fulgurante de Catherine et Sophie, nous sommes contraints de nous confronter à la dure réalité de la survie royale. Croyez-vous que Catherine ait orchestré une intervention héroïque et nécessaire pour sauver un roi déchu, ou a-t-elle mené un coup d'État impitoyable et calculé pour s'emparer prématurément du trône britannique? Dans une famille où la loyauté est une monnaie d'échange et le silence une arme, qui est le véritable coupable de cette crise à huis clos? Partagez vos réflexions les plus franches dans les commentaires ci-dessous et n'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner pour ne rien manquer de cette analyse approfondie de la réalité brutale qui se cache derrière l'illusion royale.